Oh mon Dieu. C'était une attaque iranienne contre une base américaine en Irak. Et cela s'est produit juste un jour après que les États-Unis ont suspendu le projet Liberté, pour que l'Iran puisse revenir à la table des négociations. Donc oui, on dirait bien que l'Iran n'est pas du tout d'humeur à négocier. La nuit dernière, les forces iraniennes ont mené plusieurs frappes en Irak contre les forces kurdes, aggravant les tensions dans une région déjà instable et marquée par des attaques transfrontalières. La raison pour laquelle ces attaques sont intéressantes, c'est que nous avons des détails sur les négociations, dont une lettre d'exigence d'une page envoyée par les États-Unis à l'Iran. Et pour être honnête, il ne semble pas que l'Iran va les accepter, car les exigences du côté américain n'ont pas du tout changé. Donc je ne comprends pas vraiment pourquoi l'Iran les accepterait maintenant, par rapport à, disons, il y a 2 semaines. Parce que même si le blocus dure depuis un certain temps maintenant, cela n'a pas encore été assez long pour que l'Iran en ressente vraiment les effets. Et en plus de cela, il y a des failles dans le blocus. Plus précisément la frontière irano-pakistanaise que l'Iran utilise pour faire passer des fournitures en contrebande et faire sortir du pétrole en contrebande, ce qui leur permet simplement de prolonger leur survie. Nous allons maintenant discuter du nouvel accord, ce mémorandum d'une page envoyée par les États-Unis à l'Iran et de la réponse de l'Iran, dans un instant. Mais avant cela, nous avons en fait quelques détails intéressants concernant le projet Liberté et pourquoi il a été arrêté. Cela vient de NBC. L'Arabie Saoudite a refusé aux États-Unis l'accès à ses bases et à son espace aérien pour le projet Liberté, obligeant Trump à suspendre l'opération. C'est parce que ce rapport indique que Trump a surpris les alliés du Golfe en annonçant le projet Liberté sur les réseaux sociaux, dimanche après-midi, sans se coordonner avec les pays de la région. L'Arabie Saoudite, furieuse, a informé les États-Unis qu'elle n'autoriserait pas l'armée américaine à faire décoller des appareils depuis la base aérienne Prince Sultan, au sud-est de Riyad, ni à traverser l'espace aérien saoudien pour l'opération. Honnêtement, ce n'est pas une surprise. Même quand l'opération Epic Fury a débuté, les pays du Golfe n'ont pas autorisé les États-Unis à utiliser leur espace aérien, et ont utilisé uniquement leur propre base. Certains pays ont ensuite changé cette décision parce que l'Iran a commencé à les attaquer, même s'ils étaient des tiers neutres dans cette guerre. C'est pourquoi nous avons qualifié les attaques iraniennes de campagne terroriste. Le régime iranien voulait embraser la région, pensant que c'était sa seule chance de survie. Il est probable qu'avec le cessez-le-feu et l'arrêt de l'opération Epic Fury, les autorisations accordées aux États-Unis pour utiliser l'espace aérien en réponse aux attaques iraniennes aient aussi pris fin. L'administration aurait sans doute dû se coordonner avec les alliés du Golfe si elle voulait que le projet Project Freedom soit pris au sérieux, mais il a finalement été annulé. Et je doute que cette autorisation ait eu beaucoup à voir avec cela. Je doute que ce soit la raison pour laquelle nous avons annulé. Je suis sûr qu'il se passe autre chose avec l'Iran, et que des négociations apporteront, espérons-le, bientôt une bonne nouvelle. Le refus de l'Arabie Saoudite d'autoriser les États-Unis à utiliser leur espace aérien n'est pas surprenant. C'était déjà sa position au début de l'opération Epic Fury. Maintenant, concentrons-nous sur les négociations en cours et les exigences que les États-Unis ont adressées à l'Iran. Malheureusement, c'est là que les choses vont devenir encore plus confuses, car hier, 3 listes différentes de demandes ont été rendues publiques par 3 médias différents. Nous allons donc les examiner une à une et discuter de la plus probable et de la moins probable. La première vient du Wall Street Journal, et ces demandes incluent une interdiction de l'enrichissement pendant 20 ans, et la remise par l'Iran de tout son uranium enrichi. L'Iran annonce publiquement qu'il ne cherche pas à obtenir l'arme nucléaire. Il démantèle également Fordo, Natanz et Ispahan. Ce sont 3 sites iraniens d'enrichissement nucléaire. Il interdit aussi les travaux nucléaires souterrains. Et en plus de cela, l'Iran accepte des inspections à la demande et des sanctions en cas de violation. Maintenant, à bien des égards, c'est un accord plutôt bon. En fait, ce serait vraiment un très bon accord. Maintenant, il y a quelques éléments qui me manquent ici et qui faisaient partie des exigences des États-Unis au début de la guerre, à savoir, bien sûr, le financement par l'Iran de réseaux au Moyen-Orient, comme le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. Et en plus, aucune exigence sur le programme de missiles balistiques de l'Iran. Ce sont donc 2 grandes lacunes, mais en dehors de cela, c'est un assez bon accord si l'Iran accepte. Et c'est exactement pourquoi. Puisque c'est un assez bon accord pour les États-Unis, il est très peu probable que l'Iran accepte réellement. Maintenant, le deuxième accord dont nous disposons vient d'Axios, et celui-ci semble un peu plus susceptible d'aboutir à quelque chose. Mais encore une fois, cela signifie que ce n'est pas un accord aussi avantageux pour les États-Unis.
Maintenant, avant de passer à cet accord d'Axios, juste un petit rappel à tout le monde d'appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner juste en dessous. Cela aide vraiment Business Basics lorsqu'on couvre l'actualité, surtout avec l'algorithme de YouTube. Et maintenant, continuons. Selon Axios, la Maison-Blanche estime qu'elle est très proche d'un accord avec l'Iran sur un protocole d'accord d'une page pour mettre fin à la guerre et établir un cadre pour des négociations nucléaires plus détaillées. Maintenant, si je dis qu'il est plus probable que cela soit signé, c'est parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'un accord. Et en fait, c'est exactement ce que l'Iran demandait il y a tout juste une semaine, ou peut-être 5 jours. L'Iran disait qu'il voulait un accord qui lève le blocus et qu'il ouvrirait le détroit d'Ormuz, et qu'il préférait négocier les questions nucléaires plus tard. Et d'une certaine manière, ce nouvel accord que Axios dit que la Maison-Blanche a présenté à l'Iran donne en gros à l'Iran ce qu'il demandait. Je suis un peu pessimiste sur cet accord, mais je vais vous donner les détails. Vous pourrez alors juger vous-même de sa valeur pour les États-Unis. Maintenant, cet accord exige que l'Iran s'engage à respecter un moratoire sur l'enrichissement nucléaire. En gros, tant que les négociations sont en cours, l'Iran n'enrichirait pas et ne déplacerait aucun équipement nucléaire ni aucun uranium nucléaire qu'il possède. Et en échange de cela, les États-Unis acceptent de lever les sanctions et de libérer des milliards de dollars de fonds iraniens gelés. Et bien sûr, les deux parties accepteront également de lever leur blocus et de poursuivre le transit normalement par le détroit d'Ormuz. Il est important de souligner que, selon ce protocole d'accord, tout cela se produit avant qu'un accord de paix à long terme ne soit négocié. Si ce protocole d'accord est signé dans les 48 heures, cela signifie que l'Iran accepte tous les autres points que nous allons examiner. Une fois signé, le détroit d'Ormuz rouvre, l'Iran reçoit l'argent, puis les négociations commencent. Pour moi, cela donne à l'Iran bien plus de crédit qu'il ne mérite. Militairement, l'Iran n'a rien accompli dans cette guerre pour mériter autant de concessions des États-Unis. Il y a à peine une semaine, les États-Unis disaient que, il nous faut un accord de paix, si vous voulez la levée des sanctions. Il nous faut un accord à long terme, si vous voulez les fonds gelés, si vous voulez accéder à ces fonds iraniens gelés. Nous sommes désormais prêts à leur donner avant même la signature d'un accord de paix. Maintenant, l'autre partie de ce protocole d'accord, c'est qu'il mettrait fin à la guerre dans la région, mais il lancerait un nouveau compte à rebours. Donc, cela lancerait une période de négociation de 30 jours, pendant laquelle un accord détaillé doit être trouvé. Et cet accord doit se concentrer sur la limitation du programme nucléaire de l'Iran. Je suppose que si un accord n'est pas trouvé en 30 jours, la guerre recommence. Mais pour être honnête, pour être réaliste, ce que cela signifie vraiment, c'est que si ce protocole d'accord est signé et qu'aucun accord n'est trouvé en 30 jours, la période sera probablement simplement prolongée à nouveau. Comme vous le savez, nous avons déjà vu tellement de prolongations du cessez-le-feu pendant cette guerre. Maintenant, la meilleure partie de ce protocole d'accord, du moins de mon point de vue, c'est que quelques sources ont dit à Axios que l'Iran accepterait de retirer son uranium enrichi du pays si l'Iran le signait. L'Iran a clairement annoncé qu'il n'accepterait pas cela. Et même si la faction qui négocie avec les États-Unis dit qu'ils vont le faire, je suppose que l'ISDC ne va probablement pas les laisser faire cela. Mais néanmoins, si ce protocole d'accord est signé et que l'Iran accepte d'abandonner l'uranium enrichi, cela fonctionnera quand même. Même avec toutes les concessions américaines, ce serait très positif. Si cela arrive et que l'Iran abandonne l'uranium enrichi, ce ne serait pas aussi grave que cela aurait pu l'être. Maintenant, en plus de tout cela, le New York Post rapporte également que des médiateurs pakistanais, qui, vous savez, ne font que transmettre des messages entre les États-Unis et l'Iran, confirment qu'il existe plusieurs versions du document. Et je ne suis pas vraiment sûr de ce que cela signifie. Est-ce que les États-Unis eux-mêmes envoient plusieurs versions, ou est-ce que cela signifie qu'il y a une version venant d'Iran et une version venant des États-Unis? Mais néanmoins, il y a plusieurs versions et je ne sais pas laquelle est publique, donc je ne sais pas de quelle version Axios parle. Mais si un accord est signé dans les 48 heures délai dont, selon Axios, dispose l'Iran, nous en connaîtrons, espérons-le, les détails lors de la signature. Le président Trump sait sans doute qu'un accord est peu probable prochainement, comme l'indique sa déclaration d'hier matin. En supposant que l'Iran accepte de donner ce qui a été convenu, ce qui était peut-être une grande supposition, Epic Fury, déjà légendaire, prendra fin et un blocus hautement efficace permettra au détroit d'Ormuz d'être ouvert à tous, y compris l'Iran. S'il refuse, les bombardements débuteront, à un niveau et une intensité bien supérieurs à tout ce qui a été vu auparavant. Donc, Donald Trump lui-même s'attend à ce que ces négociations n'aboutissent peut-être à rien,
Et c'est là qu'il est important de souligner que justement hier, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu en Chine. Et il y avait l'espoir que les Chinois puissent convaincre l'Iran d'accepter une sorte d'accord. Et en plus de cela, c'est quelque chose auquel beaucoup de gens ne prêtent pas attention. Donald Trump a un voyage en Chine prévu pour le 15 mai. C'était censé avoir lieu en avril, je crois. Mais cela n'a pas eu lieu à cause de l'opération Epic Fury. Cela a été reporté au 15 mai. Quand cela a été reporté, le président Donald Trump espérait que l'opération en Iran serait déjà réglée et terminée. Mais comme nous le savons, ce n'est toujours pas le cas. Donc peut-être que Donald Trump essaie de conclure une sorte d'accord, un protocole d'accord, qui n'est pas vraiment un accord. C'est juste une entente pour commencer les négociations. Il essaie de faire avancer les choses d'une manière ou d'une autre avant d'aller en Iran. Je veux dire, avant qu'il n'aille en Chine, parce que bien sûr, la Chine est un pays très puissant, et les États-Unis sont en vive concurrence avec la Chine, pour s'assurer que la Chine ne domine pas le reste du monde, comme elle essaie de le faire depuis la dernière décennie, ou peut-être 2 décennies. Pour les États-Unis, cette rencontre est cruciale, car ils souhaitent se concentrer sur plusieurs domaines de concurrence avec la Chine. Cela pourrait concerner l'IA, l'Asie du Sud-Est ou la mer de Chine méridionale. Je doute que les États-Unis veuillent trop se focaliser sur l'Iran. Et c'est pourquoi ils veulent conclure cet accord avec l'Iran autant que possible avant que cette rencontre ait lieu. Personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit probable étant donné la façon dont les Iraniens négocient. Mais je pense que c'est ce qu'espèrent les États-Unis. Le président Trump a aussi dit au New York Post qu'une réunion de négociation est peu probable prochainement. Écoutez, voici le reportage du New York Post. Le président Trump vient de dire au New York Post par téléphone qu'il est trop tôt pour commencer à planifier l'envoi de négociateurs au Pakistan pour des pourparlers de paix en face à face. Ils n'en sont tout simplement pas encore là. Cependant, il y a des signes que la décision du président Trump, au cours des 2 dernières semaines, d'arrêter d'envoyer Steve Witkoff et Jared Kushner au Pakistan pour des discussions en personne et de tout faire par téléphone commence à porter ses fruits. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait une, mais si une voie diplomatique existe et que nous la poursuivons, Steve et Jared y travaillent beaucoup. S'il y en a une, cela pourrait les mener vers la reconstruction, la prospérité, la stabilité et à ne plus représenter une menace pour le monde. L'alternative, c'est l'isolement croissant, l'effondrement économique et au final la défaite totale. Le problème pour la Maison-Blanche est que même si un accord est conclu avec une faction affirmant contrôler l'Iran, une autre peut le rejeter et poursuivre les combats ou développer une arme nucléaire. Un autre élément du puzzle, aider les manifestants en Iran à résister aux forces du régime si nécessaire, avec des armes fournies par les États-Unis. Prévoyez-vous de les armer bientôt ? Eh bien... Je ne veux pas dire ça, mais oui, enfin, les gens demandent pourquoi ils ne protestent pas. Ils veulent protester, mais ils n'ont pas d'armes. Donc, vous pourriez avoir 200 000 personnes qui protestent et 5 ou 6 personnes dérangées avec des armes. Et quand ils leur tirent dessus en pleine tête... Il n'est pas clair pour l'instant combien de ces dirigeants du régime qui ont ordonné le meurtre d'innocents manifestants avant Epic Fury sont encore en place et combien sont morts. Le président Trump craint clairement que cela se reproduise, ce qu'il tente d'éviter. Maintenant, en parlant de l'effondrement économique que le secrétaire d'État Marco Rubio vient de mentionner dans cet extrait, il semble que la situation soit devenue si grave que les responsables iraniens parlent publiquement des problèmes auxquels l'économie iranienne est confrontée. Regardez ce que le président vient de publier hier. Je suis au courant de la hausse des prix. Une partie est liée au changement du prix des matières premières ou à des problèmes liés à la guerre injuste dont les gens sont conscients. Mais la spéculation et le accaparement sont inacceptables. J'ai demandé au ministère de la Justice, avec le pouvoir judiciaire, de prendre des mesures contre toute violation troublant la paix sociale. Maintenant, il y a 2 choses que je ne comprends pas. Tout d'abord, c'est un signe très clair que la situation économique à l'intérieur de l'Iran n'est pas bonne. Mais deuxièmement, Twitter est interdit en Iran. En fait, l'accès à Internet est totalement interdit en Iran depuis plus de 68 jours maintenant, donc depuis plus de 2 mois et 1 semaine. Donc je ne comprends pas pourquoi le président iranien publie une déclaration qui semble vraiment destinée au public iranien sur Twitter, alors qu'il n'y a pas de citoyens iraniens sur Twitter, surtout ceux qui auraient besoin d'entendre ce message. Il y a des responsables du régime qui sont sur Twitter, mais je suppose qu'ils mènent une vie très épanouie, avec toute la corruption qui règne dans le régime. Donc je doute qu'ils aient à se soucier de la hausse des prix. Maintenant, Al Jazeera a pu entrer en Iran, et il rapporte depuis l'intérieur du pays à quel point la situation est grave. Regardez ce reportage.
Un panneau d'affichage au centre de Téhéran diffuse un message politique direct. Il montre le président des États-Unis, Donald Trump, la bouche scellée par une image du détroit d'Ormuz. Le slogan indique « Au point de rupture ». Pour beaucoup d'Iraniens, la crise économique se fait sentir plus directement au quotidien. La monnaie est instable et le prix des produits de première nécessité augmente. L'inflation récente, surtout ces 2 dernières semaines, a suscité de l'anxiété dans la population. Nous voyons les prix augmenter chaque jour, des plus petits articles comme les œufs jusqu'au prix des voitures, de l'or et du dollar. Un cessez-le-feu a momentanément stoppé les attaques directes. Mais les habitants affirment que cela ne signifie pas une amélioration. Ça brûle comme un pétard. Le cessez-le-feu, c'est comme être dans les limbes. Ils font des plans en fonction des pressions économiques et des sanctions. Le cessez-le-feu nuit au peuple iranien. Les commerçants craignent que même si la guerre se termine bientôt, les dégâts soient déjà faits. La situation économique est terriblement mauvaise. Même si nous nous relevons, il faudra peut-être 10 à 15 ans pour que l'économie s'améliore. Certains Iraniens doutent également que les négociations permettront de régler rapidement la situation. Les négociations avec eux n'aboutiront à rien. Le vrai problème, c'est le préjudice que nous subissons nous-mêmes. Les petites entreprises disent que les sanctions ont encore aggravé une situation déjà difficile. Avant le cessez-le-feu, notre économie était déjà très faible et notre situation s'est aggravée. Rien ne s'est amélioré. Beaucoup de gens ici disent que la pause dans les combats n'offre que peu de réconfort. Le risque de reprise de la guerre est élevé, mais j'espère que cela n'arrivera pas. Les gens ne le méritent pas. Pourquoi Téhéran affiche-t-il défiance et retarde-t-il le cessez-le-feu? Beaucoup ici estiment que la pression économique pourrait durer plus que les combats. Pour de nombreux Iraniens, leur vie quotidienne n'a pas encore retrouvé de véritable stabilité et ils attendent toujours un soulagement économique significatif. Maintenant, pour comprendre pourquoi l'Iran agit comme il le fait en ce moment, nous devons revenir en arrière et examiner comment l'Iran en est arrivé là aujourd'hui. Cela ne signifie pas simplement revenir à 1979, année de la révolution islamique. En fait, nous devons remonter encore plus loin, à l'époque où la dynastie Qadjar régnait sur l'Iran au XIXe siècle, et examiner comment les décisions prises par la classe dirigeante à cette époque affectent encore l'Iran aujourd'hui. Eh bien, devinez quoi? C'est ce que nous faisons dans notre podcast en plusieurs parties sorties aujourd'hui. Si l'histoire de l'Iran vous intéresse et que vous voulez comprendre la situation actuelle, allez-y jeter un œil. Vous pouvez le regarder en cliquant sur les liens dans la description ou simplement en cliquant sur l'écran de fin qui s'affiche. En gros, en cliquant sur la vidéo qui est sur votre écran.